ce double problème, ce triple problème. Mais Laurent Nunez a-t-il une arme secrète que son prédécesseur n'avait pas? C'est la question. Laurent Nunez est quelqu'un de compétent, mais ce qui compte, c'est la question de la doctrine, la question de la volonté politique. La question du crack à Stalingrad et le crack globalement, c'est une triple question. Civilisationnelle, sanitaire et une question d'ordre public. Civilisationnelle, parce que nous, on travaille sur la question du conflit entre la Chine et les États-Unis, et la Chine a coulé, notamment c'est le discours de Xi Jinping, à cause de la question de l'opium. Donc si par cas, on ne veut pas que notre civilisation coule, il faut résoudre la question du crack de façon impérative. Sur la question sanitaire, elle est importante, la question sanitaire, mais il faut ne pas oublier que ces personnes, à un moment, notamment au début de leur consommation, ont fait le choix de consommer. Et donc, c'est davantage des délinquants que des victimes en ordre de priorité. Et pour soutenir la question des riverains et soutenir la question de l'ordre public, c'est qu'à chaque fois, on veut faire les deux en même temps. On veut résoudre la question de l'ordre public et la question sanitaire. Il faut mettre une priorité. La priorité les deux sont liés. Les deux sont liés. Mais de toute façon, la consommation de crack est un acte délictuel. Donc, c'est-à-dire que rien que sur ce fondement, rien que sur cette base, les policiers peuvent intervenir pour foutre ces personnes-là en prison. On est laxiste dès ce premier niveau-là. On n'arrête pas les consommateurs de crack. De toute façon, la consommation et les points de deal, il faudra les arrêter au bout d'un moment. Soit on prend ces personnes-là et on considère que c'est une question de sanitaire, et dans ce cas-là, on les déplace à la Villette, à Pantin et dans une autre ville. On va proposer à Ludovic Toro de récupérer sa ville, évidemment, il va dire non, il n'y a aucun maire qui voudra de ces personnes-là, il n'y a aucun riverain qui voudra de ces personnes-là. Donc je pense que la priorité numéro 1, c'est la question de l'ordre public. Et ensuite, une fois qu'on a résolu la question de l'ordre public, on résoudra la question sanitaire, mais une fois qu'on a débarrassé les quartiers de ces personnes-là. On va dire le prix de leurs éventuelles prises de risque. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des Français acceptent d'obtempérer, mais on a quand même une augmentation du refus d'obtempérer. Et la plupart du temps, ceux qui refusent d'obtempérer sont des personnes qui ont déjà eu des problèmes avec la loi et le respect de la loi. Et pour ces personnes-là, pour protéger les policiers, pour restaurer l'ordre public, je pense qu'il est important de changer la doctrine au niveau de la police. La police, aujourd'hui, a le droit de tirer, notamment lorsque leur vie est en danger. Je pense qu'il faut clarifier les règles et mettre une présomption d'innocence pour les policiers. Ils sont les premiers à le demander, qu'on clarifie la règle. C'est-à-dire, soit j'ai le droit de tirer, soit je ne fais plus rien. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, pour permettre et de changer les mentalités, de changer le paradigme et provoquer un choc psychologique, il faut dire clairement que les policiers ont le droit de tirer à chaque refus d'obtempérer et notamment de clarifier la législation qui est en vigueur pour élargir le cadre. Pourquoi est-ce que vous allez me dire ça? Mais surtout, c'est donnez-nous le droit de tirer en assumant les éventuelles conséquences qui peuvent aller jusqu'au blessé ou à la perte de vie d'un chauffeur. Vous allez me dire qu'éventuellement, il y aura un risque de blessé. Mais si par cas, on diffuse notamment plusieurs cas de faits divers, auquel cas les policiers auront tiré et ça se répand auprès de la population, est-ce que les gens, après, une fois qu'il y a un risque d'être blessé, ils accepteront de prendre le risque de refuser d'obtempérer? Donc c'est pour ça qu'on doit changer le paradigme. Il faut davantage protéger les policiers et ceux qui permettent de garantir l'ordre que davantage les personnes qui sont en situation de délinquance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut soutenir les policiers ensuite après. Ça veut dire que notamment les policiers doivent être soutenus par la hiérarchie. Parce que si un policier tire sur des personnes qui refusent d'obtempérer, ils auront un risque pour leur carrière, notamment leur domicile. On l'a vu dernièrement, de toute façon, auditionnés, mis en garde à vue, placés en garde à vue, et une enquête est déclarée. Et dans ce cas-là, il faut les soutenir pour ne pas avoir des risques comme l'affaire Théo ou Justice pour Théo, auxquels on s'attaquait davantage aux policiers, on mettait davantage contre leur honneur que leur présomption du fait qu'ils respectent l'ordre. Donc je pense qu'il faut les soutenir activement. C'est ça les deux éléments clés pour changer de paradigme. Et une fois qu'on aura ça, dans les 2-3 premiers mois, effectivement, il y aura toujours des cas et des risques de dérive. Mais ensuite, à long terme, on arrivera à résoudre la situation. Oui, la voiture est une arme. Sur l'accélérateur. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, je suis d'accord avec vous. Le souci, c'est qu'on ne veut pas que ça s'enflamme pour deux raisons. Les émeutes de 2005 et l'affaire Malik Oussekine en 86. Donc on a peur d'une émeute. Mais c'est là où les Français se posent des questions sur l'efficacité de l'ordre de l'État, notamment sur la question de la justice et de l'ordre régalien. Comment ça se fait que les Français lambda qui respectent les règles doivent s'accommoder et notamment doivent adapter les règles par rapport à ceux qui ne la respectent pas? Comment ça se fait que l'État soit fort contre les faibles les rôles. et faible contre les forts? Et c'est ça la véritable problématique. Moi, je pense qu'il faut véritablement changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, moi, je pense que ce qui marche, c'est le choc psychologique. Les gens ne comprennent que le choc psychologique. Ils l'ont compris lors de la crise sanitaire. On pensait raisonnablement qu'ils n'arrêtaient pas à respecter le couvre-feu et finalement, ils ont respecté les couvre-feux et les confinements. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la majorité des Français obtempèrent, respectent les règles. Et donc, pour permettre ce genre de choses, je pense qu'il faut faire un choc psychologique très fort, dans la mesure où il faut donner plus de pouvoir à la police,
pour en fait qu'ils aient le moyen d'agir. Un choc psychologique sur les Français, ce serait quoi? Sur ceux qui refusent d'obtempérer, c'est-à-dire que si par cas vous avez des risques, et notamment vous renversez le paradigme. C'est-à-dire que si vous permettez aux policiers d'intervenir dans les cités... C'est non seulement la prison dès ce soir, et c'est plus qu'un an. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est plus qu'un an. Mais si par cas vous avez des cas de faits divers, avec des personnes qui refusent d'obtempérer, admettons qu'ils soient blessés, comme les cas qu'on a eu il y a 3-4 semaines, et en fait les personnes se diront, mais si je refuse d'obtempérer, j'ai un risque d'être blessé. À partir du moment où c'est leur cas personnel qui va être mis en cause, est-ce que vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont refuser d'obtempérer? Là, actuellement, les gens refusent d'obtempérer parce qu'ils savent, d'une part, que la police n'a pas le droit de tirer, parce que la balle soit peut écorcher la voiture pour écorcher sur un riverain, soit ils savent que les policiers doivent viser les roues, et c'est assez compliqué de viser les roues dans la mesure où ils doivent penser à leur propre vie d'abord. Et donc c'est assez compliqué, la doctrine actuellement est mauvaise. Et comme les personnes savent que les policiers n'ont pas le droit d'intervenir, ils savent qu'ils ont le droit d'aller dans l'impunité totale. Et ce qui est vrai pour ça. La France est dans un triple carcan, un carcan administratif, un carcan législatif, un carcan idéologique. Et je vais commencer par l'idéologie. Je pense que la France est enfermée dans la question de la bien-pensance, dans la mesure où elle a voulu, après, pour réparer ce qui s'était passé après la Seconde Guerre mondiale, vouloir réparer ses torts sur la question de la repentance, à accueillir toute la misère du monde, comme le disait Michel Rocard. Seulement, on ne peut pas faire ça parce que ce qui marche en matière de migration, notamment sur les autres pays, c'est d'avoir un objectif et une doctrine qui est claire. Quand vous parlez de la politique migratoire américaine, la politique migratoire du Royaume-Uni, celle de la Chine ou du Japon, vous savez quelle est la doctrine. Je pense qu'il faut avoir une doctrine claire, c'est qui est double. C'est est-ce qu'une personne qui vient sur le territoire français correspond à sa civilisation et sa culture? Est-ce qu'elle correspond à l'intérêt national? Si elle répond à ces deux critères, dans ce cas-là, on peut l'accueillir. Ensuite, après, sur la question du carcan administratif et législatif, on a des règles qui nous permettent, qui nous bloquent en fait en termes d'accueil et d'expulsion. Sur les questions d'accueil, moi je pense qu'il faut changer l'accueil, c'est-à-dire qu'actuellement on traite les demandes sur le territoire français. Moi je pense qu'il faut mettre en place des hotspots et faire en sorte que les demandes soient faites à l'étranger dans nos ambassades et nos consulats, ce qui nous permettra on n'a pas de problème d'expulsion dans ce cas-là. Donc là vous réglez le problème de ceux qui viennent et qu'on n'arrive pas à expulser. Ensuite après il y a ceux qui sont sur le territoire français et qu'on n'arrive pas à expulser. On a un carcan qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme qui nous oblige notamment à respecter certaines règles, notamment d'un point de vue juridique, etc. Des questions de délai, c'est-à-dire qu'une personne qui est victime d'un OQTF a le droit de faire un recours, etc. Donc je pense que tant qu'on ne sortira pas de ce carcan, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et une fois que vous mettez tout ça en place, c'est-à-dire vous combattez l'idéologie et la doctrine et vous sortez du carcan administratif et législatif, là on pourra expulser. Et après il y a une troisième solution, c'est la question des accords et avec les pays étrangers. Ça veut dire qu'on a 3 pays auxquels on a des difficultés, c'est les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et Algérie. Si par cas on ne revient pas sur les accords qu'on a passés dans les années 60 dans le cadre de la décolonisation, on n'arrivera pas à régler la situation dans la mesure où on a 35% des demandes d'expulsion qui concernent ces pays-là. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, déjà au moins ça ira mieux. Semaine d'une agression, gare de Lyon, d'un individu en situation irrégulière qui s'en est pris à des policiers, qui a donc été arrêté, puis relâché. C'est-à-dire et là, pardon, c'est très difficile à comprendre pour beaucoup de Français. On arrête un clandestin, on se rend compte qu'il est clandestin, et on se dit, bon, bah, finalement, on le relâche. Même là, on se dit, non, là, il y a déjà un dysfonctionnement. Mais c'est parce qu'il y a un abandon à tous les niveaux des pouvoirs publics. Il y a la justice se dit il y a des affaires plus graves à gérer, donc on a 25 affaires sur ce jour-là, donc on va gérer l'affaire la plus grave et on va abandonner cette affaire qui... Et outrage à la police ou rébellion vers la police, on sait que c'est quand même parce que la personne qui est retenu contre vous. Vous prononcez une obligation de quitter le territoire français. La personne peut faire un recours. Il y aura des associations payées par la France. C'est-à-dire que les associations qui défendent ces personnes-là sont subventionnées par l'État, donc c'est quand même très fort. Ensuite, après, il faut un recours. On doit mettre en place des peines spéciales et on doit les loger pendant ce temps-là. Et ensuite, après, on doit prononcer un jugement. Ils peuvent faire appel. Et une fois qu'ils ont fait appel, il faut mettre d'accord avec le pays en question pour l'expulser. Et si le pays en question ne peut pas l'expulser, l'État lui-même renonce, à la fin, découragé par la procédure qu'il a lui-même mise en place. L'État renonce. Alors que si par cas on change le carcan et on change les règles depuis le début, dans ce cas-là, on prononce l'interdiction de quitter le territoire, on appelle le pays en question et le pays en question, vous lui dites si vous le reprenez pas, on coûte les aides publiques et l'aide au développement. Et dans ce cas-là, la personne va dire envoyez-moi, la personne, je vais l'accueillir avec volontiers. Voilà. Et ce que vous dites derrière, c'est que l'État français n'a pas le courage de faire ça. Le problème, c'est pour ça que j'ai cité la question de l'Algérie. C'est que là, une question de repentance. Et donc, la plupart d'entre eux, je ne dis pas que toutes les personnes sont algériennes, mais en tout cas, le nombre d'Algériens qui sont concernés est assez important. En tout cas, Tunisie, Algérie, Maroc, ça concerne 35% des obligations de quitter le territoire. Et sur ces personnes-là, comme le pays d'en face, ambassadeur ou le président algérien peut dire attention, crime, la France se comporte comme un pays colonial et que vous ne voulez pas aborder la question. Oui, on le sait, tu as donné la réponse. Donne-la, c'est la même qu'on a. Évidemment, la France insoumise devient de plus en plus un parti antisémite pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Vous avez une concurrence à gauche pour attirer le vote des quartiers, auquel en fait ils masquent l'antisionisme. Sous prétexte d'antisionisme, ils font de l'antisémitisme. C'est ce qui s'est passé avec Corbyn, l'ancien patron du Parti travailliste au Royaume-Uni, et c'est ce qui se passe sur une partie de la gauche américaine, notamment l'extrême gauche. Et donc du coup, pour attirer le vote de l'électorat musulman, ils pensent qu'en fait ils vont devenir le héros
héros en combattant, en se plaçant sur le conflit entre Israël et Palestine. Et donc, du coup, ils cautionnent des actes de plus en plus antisémites, ils cautionnent des discours de plus en plus antisémites. Vous aviez 3 temps de l'antisémitisme. Le premier, c'est celui de l'extrême droite qu'on a connu lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un deuxième acte antisémite et qui va être lié au troisième, c'est que, en fait, vous avez l'islam radical et l'islam politique qui est devenu qui faisait de l'antisémitisme, notamment envoyer ça en Seine-Saint-Denis, notamment pour lutter contre la question israélienne. En fait, dans chacun des pays occidentaux, vous importez la question Israël-Palestine et les jeunes se disent victimes parce que les pays occidentaux soutiennent davantage Israël que Palestine, se disent qu'ils sont victimes et que notamment les pays occidentaux sont responsables de ça. Ensuite, du coup, vous abouchez sur le troisième acte qui est la question de l'extrême gauche. Et pour avoir ces voix-là et pour battre les autres sur ces voix-là et pour les encourager à se mobiliser, ils proposent et ils deviennent de plus en plus un parti antisémitisme. C'est-à-dire que si par cas vous ne vouliez pas lutter contre ça, et ben ces personnes-là, mais c'est la même chose pour LFI, ça concernait également sur la question des policiers. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit que la police tue et qu'il y avait un racisme structurel dans la police, il souffle sur les braises à des fins électorales. Voilà, c'est la réponse. Fait des humoristes, entre guillemets, comme Dieudonné, ce qui, sous prétexte d'antisionisme, donne un discours complètement antisémite. Moi, je pense que c'est pour ça que la gauche dérive. C'est-à-dire que sous prétexte d'antisionisme, sous prétexte de se poser en héros des maltraités de la planète comme la Palestine, petit à petit, on dérive et la gauche, dans son ensemble et surtout la France insoumise dérive vers un antisémitisme. Et surtout, ce qu'il faut, c'est voir les conséquences de ce type de discours sur la société. Je parlais tout à l'heure de la question des policiers. Est-ce que la gauche, notamment la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas conduit à une haine anti-flic, notamment tenant un discours anti-police sur une question de racisme structurel d'État, etc. Est-ce que la gauche n'a pas alimenté un discours anti-État en parlant de racisme structurel de l'État envers les populations des quartiers? Est-ce que la gauche de Jean-Luc Mélenchon n'alimente pas une haine anti-juif, notamment en tenant ce type de discours sur les questions d'apartheid, etc. Je pense que la gauche est responsable, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, d'une partie des fléaux dans la mesure où ils attisent les braises. Et surtout, si vous, par cas, ils seraient vraiment parlementaires, vous proposez un constat et vous proposez une solution. Quelle est leur solution pour résoudre le conflit entre Israël et Palestine? C'est un conflit qui dure depuis la Seconde Guerre mondiale, auquel on n'a toujours pas apporté de réponse, à mesure où les parties sont complexes, parce qu'il faut réunir tellement d'acteurs qui sont complètement différents. Et je pense que la gauche, sur cette question-là, devrait essayer d'être plus responsable. Elle rompt avec son... Il y a quelques jours, je crois que c'était hier, on commémorait Jaurès, et je pense que la gauche a tourné le dos à Jaurès. Et la question qui est abordée par Jacobelli est intéressante, c'est-à-dire que lors des commémorations des 80 ans du Ralph du Veldiv, le président de la République a dit qu'il fallait lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. Il pensait principalement à celles concernant l'extrême droite, mais il a oublié les deux autres, sur la question de l'islam et sur la question de l'extrême gauche. Sur la question de l'islam, c'est très intéressant dessus, parce que tu viens de Seine-Saint-Denis, et donc tu vois cette question-là. Notamment, on voit notamment que les populations juives sont obligées de fuir les quartiers où il y a une présence importante de personnes de confession musulmane. C'est-à-dire que comment on fait pour faire habiter sur le même territoire national deux personnes qui importent le conflit entre l'Israël et Palestine? Tant qu'on ne résoudra pas cette question-là, et tant qu'on ne répondra pas aux véritables questions, et qu'on pensera à des questions d'ailleurs, je ne vois pas comment la résolution du conflit israélo-palestinien résoudra quelque chose sur le changement des populations des banlieues. Donc tant qu'on ne posera pas cette question sur le fait qu'il y ait deux autres formes d'antisémitisme, celle de l'islam politique et celle de l'extrême gauche, on ne répondra pas à la question de l'antisémitisme. Et si vous voulez encore avoir des actes terroristes, des personnes qui fuient en Israël et que des juifs qui ne peuvent pas se sentir en sécurité chez nous, c'est qu'on a un véritable problème. Pour la question de la crise sanitaire, on voit notamment que la question du Covid, en fait, a permis de mettre l'avènement de la Chine et le déclin européen. Au sein de l'Europe, la France est déclassée par rapport à l'Allemagne et les autres pays. Et surtout, moi, je pense qu'on a pris un risque essentiel, c'est qu'on a fait porter le poids de la crise sur ceux qui travaillent et les plus jeunes, notamment sur la question de la dette. Et après, à long terme, on se posera la question si c'était de façon pertinente. Et je pense qu'on a déjà des bilans au niveau historique. C'est que je pense que la France sortira affaiblie, notamment de cette crise. Après, à long terme, on y est. C'est ce que dit Ludovic Toro. Il faudrait qu'on tire les conséquences maintenant. Alors que des pays se sont sortis renforcés. Et je pense qu'il y a un autre enjeu que donne Delfrécy, c'est la question des risques épidémiques à venir. On a travaillé au début de l'année sur la question des grandes mutations. Ce qu'on voit notamment, c'est que le développement de l'usage de l'agriculture intensive dans les pays émergents rapproche les humains des souches animales et de populations. Et donc, on a un risque de coronavirus ou de similarité de coronavirus qui sont de plus en plus importants. Et la France n'est pas préparée dans la mesure où on ne prépare pas les populations, notamment sur les questions de prévention et de